On sent que les gens sont heureux de se retrouver ce soir autour de toi, cher Philippe. Mesdames et messieurs les ministres, alors je vous regarde parce que j'ai vu Julien de Normandie, j'ai vu Corinne Lepage, je crois avoir aperçu Pascal Canfin quelque part. Voilà, c'est ça. On m'annonce aussi Brune Poisson, Sarah El Haïry, Stanislas Guérini. Donc je ne sais pas s'ils sont dans la pièce, mais je suis sûre qu'ils ne vont pas manquer d'arriver pour ce beau moment. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour honorer la carrière d'un homme remarquable et d'un ami. Un homme engagé pour la transition écologique et la finance durable, un militant inlassable du progrès et de la justice sociale, un entrepreneur accompli aux multiples casquettes et facettes. Cet homme, c'est vous, cher Philippe Zaouati. Et vous me permettrez de prendre quelques minutes pour retracer votre parcours. Vous naissez à Marseille en 1966. 4 ans plus tôt, vos parents, Prosper et Daniel, juifs pieds noirs, ont quitté l'Algérie. Ils ont débarqué en France avec peu de moyens, se dévouant pour offrir la meilleure éducation possible à vous et votre frère Claude. Vous finissez votre scolarité au lycée Victor Hugo à Marseille, où vous êtes d'ailleurs revenu récemment pour un échange avec les élèves, pour jouer le rôle de mentor et montrer qu'on peut venir des quartiers de Marseille et avoir un bel avenir, pouvoir se projeter et réaliser toutes ses potentialités. Après le lycée Victor Hugo, le baccalauréat en poche, vous rejoignez ensuite l'ENSAE, dont vous sortez diplômé en 1989. Débute alors un long parcours accompli au sein du monde de la finance. De 1989 à 1992, vous êtes gérant de portefeuille à la Banque internationale de placement. Puis vous intégrez la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'ingénieur financier. L'aventure dure 3 ans avant que vous ne rejoigniez la Banque postale dans sa division de gestion d'actifs en tant que responsable produit. Parcours assez classique. En 1988, vous rejoignez en 1998, bien entendu, vous rejoignez le Crédit Agricole et durant près de 10 ans, vous occupez différents postes au sein de la branche de gestion d'actifs, responsable de développement de produits, responsable du service à la clientèle et directeur marketing et communication. En 2007, nouvelle évolution professionnelle. Vous intégrez Natixis en tant que membre du COMEX et directeur du développement de Natixis Asset Management. Travailleur, créatif, rigoureux, vous gravissez rapidement les échelons au sein de la structure jusqu'à devenir président du conseil d'administration de Natixis Axeltis, une filière dédiée à la distribution de fonds. Mais en 2008, le monde bascule. D'abord car la crise des subprimes remet en cause les structures mêmes du monde de la finance. Et ensuite, car vous comprenez que l'ESG est sous-développé et que la finance ne peut pas rester aussi hermétique à l'enjeu de la transition écologique, que c'est non seulement un enjeu environnemental, mais aussi un véritable enjeu de performance économique. Et donc, tout naturellement, en 2012, au sein même de Natixis, vous fondez Mirova, un fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures liées au développement durable. Vous en devenez président-directeur général en 2014. L'objectif de Mirova est de développer des solutions d'investissement alliant performance financière, mais aussi impact environnemental et social positif. Pour cela, Mirova propose des portefeuilles cohérents avec une trajectoire climatique compatible avec l'accord de Paris. Un peu plus de 10 ans après le lancement de Mirova, le succès est indéniable. Le fonds qui gérait 500 millions d'euros en 2012 gère aujourd'hui 32 milliards d'euros. Le fonds parisien a aujourd'hui des antennes à l'international, à Londres, Luxembourg, Nairobi, Boston et compte 250 collaborateurs. Avec Mirova, vous avez donc un succès fou, même si, comme pour ce ministère, la situation internationale et nationale, politique et économique est actuellement plus difficile. Que comme moi, je crois, vous vivez le backlash écologique que tente de stimuler une amicale des populistes, mais vous ne baissez pas les bras, vous réinterrogez sans cesse votre modèle.
Vous vous attaquez aux nouveaux défis qui émergent, que ce soit l'intelligence artificielle ou la défense. Vous tenez le cap en dépit de l'adversité. Et si vous ne baissez pas les bras, c'est peut-être parce que Mirova n'est pas seulement un business. Et que vous, cher Philippe Zaouati, vous n'êtes pas seulement un banquier brillant. Vous êtes avant tout, peut-être, un militant engagé. Un militant tout d'abord de la transition écologique et de la finance durable. Mirova est aujourd'hui un acteur reconnu de ce secteur, une entreprise à mission, auréolée de plusieurs labels et de plusieurs prix. Avec la fondation Mirova que vous avez lancée, vous financez aussi des projets divers en France comme à l'international, des projets de restauration de la biodiversité, de développement des pratiques agroécologiques, de préservation des espaces forestiers, de pêche durable ou encore de formation au métier de la transition. Mais cet engagement environnemental, cette conviction profonde, ce feu qui vous anime, vous ne le portez pas seulement au sein de Mirova. Vous le portez d'abord au sein de l'écosystème de la finance que vous connaissez et que vous souhaitez voir évoluer. Vous avez siégé, même présidé de nombreuses instances pour faire évoluer le secteur. Vous avez été président des comités d'investissement responsables de l'Association française de la gestion d'actifs et de l'European Fund et Asset Management Association. Vous avez cofondé l'initiative Finance for Tomorrow et été membre du conseil d'administration de l'International Corporate Governance Network. Vous vous êtes également impliqué dans les travaux européens en participant à la fois aux travaux du groupe d'experts de la Commission européenne sur la finance durable, ainsi qu'à l'European Financial Reporting Advisory Group, qui avait pour mission d'élaborer les normes de durabilité des investissements. Vous avez aussi toujours eu à cœur de soutenir le travail des associations environnementales et des scientifiques. Vous êtes membre du conseil d'administration du WWF. Vous êtes aussi, depuis février, membre du fonds de dotation du Muséum national d'histoire naturelle. Ce combat écologique, vous l'avez enfin porté auprès de jeunes générations, notamment au travers du cours de finance durable que vous avez dispensé à Sciences Po durant 3 ans. Multiples casquettes, multiples facettes. Dans tous ces projets, toutes ces instances, comme dans votre entreprise, chacun sait pouvoir compter sur votre énergie, sur votre volonté de faire bouger les choses, sur votre connaissance méticuleuse des dossiers. Chacun sait aussi pouvoir compter sur vos coups de gueule occasionnels quand les choses n'avancent pas. Et je vois que je ne suis pas démentie. Et sur l'exigence constante que vous imposez d'abord à vous-même, mais effectivement aussi aux autres. Une exigence doublée d'une confiance et d'une autonomie que vous savez accorder à ceux qui vous accompagnent au quotidien. Et ce n'est pas un hasard si on trouve à vos côtés aujourd'hui des personnes qui travaillent avec vous depuis de nombreuses années, des fidèles en somme. Aux travailleurs convaincus, intuitifs, curieux, rigoureux que vous êtes, il faut, je crois, vous ajouter ce don d'ubiquité, car vous semblez être capable d'être partout à la fois. En plus de cet engagement professionnel, interprofessionnel, universitaire, associatif titanesque, vous êtes donc aussi un militant politique. Un militant du progrès, du combat pour la justice sociale. Vous pourriez reprendre à votre compte cette phrase de Pierre Mendès France qui considérait la République éternellement inachevée tant qu'il reste des progrès à accomplir. Et des progrès, il en reste beaucoup à accomplir. Mendès France comme Delors, Rocard, Blum, tenant de cette gauche social-démocrate, réaliste à laquelle vous vous attachez. Vous que certains voudraient catégoriser à droite parce que vous seriez banquier, c'est peut-être cette similitude de vie, de parcours, qui vous a poussé à vous intéresser puis à vous engager sur un projet en 2016, celui d'En Marche, celui d'Emmanuel Macron. C'est durant ces mois frénétiques que nos routes se croisent pour la première fois, avec d'autres dans la salle ce soir. Vous, référent d'En Marche dans le 13e arrondissement de Paris, Fanta Berreté dans le 15e, Céline Calvez, je l'ai vue, dans le 8e et le 9e, David Vaillant, l'autre banquier de la bande, dans le 20e, moi dans le 16e, avec mon camarade Gilles Vidaski qui m'avait succédé, et Stanislas Guérini à la tête de cette joyeuse équipée parisienne. Ce furent des semaines, des mois très intenses, des mois à jongler entre vie professionnelle, personnelle, militante, des mois de combat, de tractage, de meetings, d'apéros, de pizzas froides,
au QG de la rue de la Bégrou, jusqu'au succès en mai 2017 et la liesse d'une soirée au Louvre. Quand dans la foulée, je décide de raccrocher les crampons et de passer le relais à Gilles, vous poursuivez votre engagement aux côtés d'une bonne partie des autres que je viens de citer. Vous succédez à Stanislas et devenez en 2018 référent de Paris pour La République en marche. Ici, depuis, vous avez pu être déçu politiquement et avez abandonné toute fonction partisane. Vous avez gardé vos fortes convictions, ce goût immodéré pour le progrès, cette exigence qui fait qu'on a plaisir à se retrouver et à échanger, même si on se fait parfois un peu engueuler. Il suffit de regarder cette salle où, au-delà de ceux que j'ai cités, on reconnaît des ministres, des députés, des ex-députés, des militants, avec qui vous avez partagé des heures et des heures de ce combat. Je pense aussi à cette boucle Télégramme, une inévitable en Macronie, baptisée Super Team, où vous continuez d'échanger quotidiennement sur l'actualité politique. Une boucle où vous n'hésitez pas à titiller vos camarades, à les bousculer, à demander leur avis, et même parfois à poster un pavé de désaccord et à quitter la boucle, pour mieux y revenir quelques jours plus tard. Dans tous ces engagements, vous vous singularisez par trois choses: l'authenticité, la passion et la créativité. L'authenticité. Car chez vous, cher Philippe Zawati, rien n'est fin. Vous vous engagez dans tous vos projets avec sincérité. Vous dites les choses avec franchise. Et vous avez un sens profond de l'amitié et du collectif. La passion ensuite, ce qui fait de vous un leader que ses équipes ont envie de suivre et que ses amis soutiennent. Et la créativité, cette capacité que vous avez, comme on dit en bon français, de penser out of the box. Car vous n'êtes pas seulement une âme cartésienne, un ami des chiffres et des tableaux. Vous êtes aussi un véritable créatif et même un artiste. Oui, vous, le passionné de littérature, êtes aussi un écrivain publié. Un livre dédié au mathématicien de renom Grigory Perelman. Un autre, Naufrage, au pluriel, qui prend pour prétexte l'histoire du navire Struma, torpillé en mer Noire en 1942, et où des centaines de Juifs ont trouvé la mort, pour parler du rapport à l'immigration et à l'identité. Ou encore le discours sur l'état de l'Union et sa suite, Opération Pilate, roman d'anticipation dont le point de départ est un discours du président des États-Unis en 2034. Même si, en voyant ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est parfois à se demander si l'actualité n'a pas dépassé la fiction. Et je crois savoir que vous avez encore d'autres nombreux projets littéraires et même théâtraux sur le feu en ce moment. Car cette veine artistique, elle ne se limite pas à la littérature. Vous vous êtes aussi découvert féru depuis quelques années d'opéra lyrique et de ballet. Toutefois, cher Philippe Zawati, eh oui, les gens balancent. Toutefois, cher Philippe Zawati, je crois pouvoir dire que tout cela, ces combats, ces projets, ces discussions passionnées autour de pizzas froides, seraient vaines sans ceux avec qui vous les partagez. Vos amis, bien sûr, mais surtout votre famille. Vos parents, Daniel et Prosper, dont l'éducation, je le disais, est pour beaucoup dans votre présence ce soir à mes côtés, devant cette salle, votre frère, Claude. Votre femme, Nathalie, pour qui, je cite votre ami Fanta, qui vous connaît bien tous les deux, vous seriez prêts à tout. Votre belle-fille, Elina, et vos deux enfants, Sacha et Jérémy. Jérémy qui vous a donné votre premier petit enfant, votre petite fille, Alba. Une famille qui donne du sens à l'action que vous menez au quotidien et avec lequel vous aimez vous ressourcer dans votre maison du Luberon, à l'Île-sur-la-Sorgue, avec ses cigales, vos 200 oliviers nouvellement plantés et parfois son Mistral. Cette maison où, comme le dit votre femme, vous créez vos propres racines. Cher Philippe Zawati, dans cette salle se mêlent les visages des milliers de vies que vous avez déjà vécues. Des regards d'amitié, de respect, de fierté, d'amour aussi. Le grade de chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur vient ce soir récompenser un parcours de talent et d'engagement, un parcours de méritocratie républicaine. Cette médaille s'accompagne d'une grande responsabilité, celle
d'être à la hauteur des mots de notre devise républicaine, d'en être l'ambassadeur, liberté, égalité, fraternité. Mais au vu de votre parcours et des combats communs que nous avons partagés, je n'ai pas de doute que vous serez à la hauteur. Alors, sans plus tarder, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci, chère Agnès. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chère Agnès, chers collègues, chers amis. Waouh! Entendre parler de soi n'est pas de tout repos. Il y a tout un tas de sentiments là qui arrivent. De l'émotion, un peu de nostalgie, de la fierté avec une petite dose nécessaire d'humilité quand même, et puis le questionnement inévitable sur la cohérence de son parcours, et puis enfin, pour couronner le tout, la réaction de ses proches. Ce ne sont qu'une dizaine de minutes, mais on ne s'y prépare pas vraiment. Bon, cela étant dit, en prononçant ces mots, j'entends d'ici ce qui se passe dans la tête de ma belle-fille Elina, qui me connaît très très bien et qui se dit « Enfin voyons Philippon, tu passes ta vie à parler de toi. » Et oui, c'est vrai. Je dois avouer ce penchant. Mais parler de soi et entendre parler de soi sont quand même deux choses différentes. Donc merci infiniment, chère Agnès, pour tes mots. Je voudrais juste préciser que j'ai évidemment reconnu tes sources et que je me vengerai le moment venu. Permets-moi maintenant de te faire quelques compliments en retour. Cela ne surprendra personne. Je suis vraiment profondément admiratif des femmes et des hommes qui font de la politique. Et d'autant plus de celles et de ceux qui le font avec des convictions fortes. Et c'est ton cas, Agnès. Franchement, admettez qu'il faut un sacré courage pour accepter ce genre de responsabilité de nos jours. Dans son dernier essai paru il y a quelques jours, Giuliano d'Ampoli, l'auteur du Mage du Kremlin, le décrit très bien. Il dit « En politique, il n'y a pas que la chute qui soit douloureuse. La vérité est qu'on souffre tout le temps. Il faut être fait pour ça, comme ces poissons abyssaux habitués à survivre sous la pression de milliers de tonnes d'eau de mer. » Donc je ne sais pas si tu adhères à cette définition. Moi, j'ai essayé personnellement, mais comme j'ai déjà du mal à plonger sous 1 mètre avec un masque et un tuba, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Toi, tu en as le talent. Merci de tenir la barre dans la tempête. Pour rédiger ce discours, vous connaissez un peu mes obsessions du moment, j'ai évidemment envoyé un prompt à Le Chat. IA française, comme il se doit, après les décisions de Donald Trump et l'appel au réflexe patriotique de notre président. Donc, pour ce discours de récipiendaire, Le Chat m'a suggéré un long développement sur les écueils de l'orgueil, la relativité de tout mérite et sur la vanité des récompenses. Mais je vais être honnête et je ne vais pas vous endormir avec de la fausse modestie. La vérité, c'est que je suis très fier de cette récompense. Et je vais vous expliquer pourquoi, sans aucune aide de l'intelligence artificielle. Et cela tient en 3 mots. Le doute, l'engagement et la gratitude. Alors je vais commencer par le premier. La première raison, un peu paradoxale,
c'est le doute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous vous en souvenez certainement, obligatoirement, de cette vidéo que nous avions lancée avec Sista et Mirova il y a un an, enfin 2-3 ans, et qui est devenue absolument virale dans les réseaux sociaux. J'imagine que tu l'avais vue. Et c'était une vidéo où on voyait une journaliste de grand talent poser à des hommes des questions qu'on pose habituellement à des femmes, comme par exemple c'est quoi votre morning routine? Et donc, les hommes en question étaient Frédéric Mazella, Cédric O, Xavier Niel, Nicolas Hieronymus et moi. Et j'avais eu droit à la question suivante. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur? Question à laquelle j'avais répondu avec un aplomb absolument parfait. Je doute? Pourquoi? Non, je ne doute pas. Réaction très typique du combat que je mène contre moi-même depuis mon adolescence. Car la vérité, c'est que le doute est mon compagnon de chaque jour. Je doute, donc je suis. Je n'ai cessé de ressentir en réalité ce fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix qui vous murmure à l'oreille « ce n'est pas ta place, ce n'est pas fait pour toi, tu n'es pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez fort, mais tu sais d'où tu viens? Laisse béton ». Alors, pour dompter ce doute, il a fallu que je me fasse violence, en me lançant des défis, en parlant en public, en prenant des risques. Couvrez donc ce doute que je ne saurais voir. Je voudrais donc dédier cette médaille à toutes celles et tous ceux qui doutent, à toutes celles et tous ceux qui pensent que ce n'est pas pour elles ou que ce n'est pas pour eux. La deuxième raison de cette fierté, c'est l'engagement. Et ce soir, je suis sûr que nous sommes nombreux à nous poser la question du sens de l'engagement. À quoi bon? Pourquoi continuer à agir dans un monde où nous ne maîtrisons plus rien? Un monde où plus rien n'est pérenne, plus rien n'est prévisible. Toujours le même Giuliano Diampoli écrit dans son livre « Nous ne sommes plus dans un temps où maintenant dure longtemps ». Dans le contexte actuel, où tout nous paraît de plus en plus absurde, l'engagement ressemble à une folie. Et pourtant, comme le disait Camus, l'absurde naît lorsque l'être humain cherche un sens dans un univers indifférent. Mais de cet absurde naissent 3 forces, la rébellion, la liberté et la passion. Il faut donc continuer à agir. Dans la Bhagavad Gita, vous savez, la plus célèbre partie du Mahabharata, le guerrier Arjuna se rend sur le champ de bataille et à un moment donné, il recule devant l'armée ennemie. Il y voit des amis, des oncles, des cousins, et il ne comprend plus le sens de la bataille, il ne comprend plus le sens de ce qu'il fait. Donc il décide de renoncer, il recule, et c'est alors que son cocher se retourne et dévoile son visage, et son cocher, c'est le dieu Krishna. Et le dieu Krishna lui dit « Tu dois combattre, non pas pour vaincre, non pas pour atteindre un objectif, mais parce que c'est ton destin de guerrier. Tu dois réaliser ton destin. » Eh bien, je dirais que ce qui guide un peu mon engagement, ça ressemble beaucoup à cette pensée, une pensée un peu stoïcienne. Et je crois que, en fait, chers amis, nous sommes tous des guerriers, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre. Reste enfin la troisième raison de cette fierté, et qui est, je pense, sans doute la plus importante, c'est la gratitude. Ma fierté est aussi vaste que ma gratitude. Une récompense, ça se partage. Sinon, à quoi ça rimerait ce type de cérémonie? À quoi ça rimerait de vous avoir tous réunis aujourd'hui? Et donc, je voudrais partager cette médaille. Et je vais commencer par le faire avec mes collègues de Mirova, qui sont là présents ce soir, parce que Mirova, c'est, comme tu l'as dit, évidemment l'aventure d'une carrière, pour moi, mais aussi pour beaucoup des membres de la direction de cette entreprise. Nous avons construit ensemble cette entreprise. Nous l'avons bâtie autour de convictions, nous l'avons bâtie autour d'une mission, et vous me faites l'honneur de votre confiance depuis 12 ans pour la diriger. Et donc, à travers l'équipe de direction de Mirova et certains collaborateurs qui sont présents ce soir, c'est avec les 250 collaborateurs de Mirova que je veux partager cette médaille. Ils la méritent, ils méritent cette distinction. Donc, merci infiniment pour eux.
Je voudrais aussi partager cette médaille avec tous les compagnons de route de la finance durable, de l'écologie et d'une certaine vision du progrès, comme tu l'as dit, qui sont présents ce soir. Il y en a de nombreux. Il y a parmi vous des dirigeants d'entreprises privées, des dirigeants d'entreprises publiques, des responsables associatifs, des parlementaires, des ministres, des jeunes entrepreneurs aussi. Regardez-vous, regardons-nous, chers amis. Je pense que nous sous-estimons notre force. Je veux évidemment partager cette médaille avec mes amis les plus proches, avec une mention spéciale pour toi, Fanta. Tu sais pourquoi, merveilleuse Fanta, que j'adore. Je veux partager cette reconnaissance avec ma famille et vous rappeler, comme tu l'as dit, d'où nous venons. Et en fait, ma famille fait partie de la nation depuis un décret qui a été publié le 24 octobre 1870. Depuis cette date, nous sommes français. Notre famille est une famille de Français. Et il aura fallu attendre 155 ans depuis 1870 pour qu'un Zawati devienne légionnaire. Donc, merci. Mais nous sommes patients. Et dans cette famille, une mention toute spéciale pour mon fils cadet, Sacha, qui m'a fait un petit cadeau tout à l'heure, qui m'a amené, je ne sais pas qui est-ce qui l'a gardé, qui m'a amené un exemplaire dans la Pléiade de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Je pense que c'est tout à fait d'actualité. Donc merci. L'aîné, Jérémy, est resté dans ces montagnes cévenoles pour s'occuper de ma petite fille, Alba. Il me reste 2 partages à faire pour terminer. Chers parents, à la réflexion, avec vous, je ne partage pas cette médaille. Elle est pour vous. Quant à toi, Nathalie, avec toi, c'est plus simple. Aujourd'hui, demain et pour toujours, nous partagerons tout. Merci.